Personnellement, je viens d'une génération quand même qui a connu ce moment intense et rare dans l'humanité, le jour où l'homme a mis le pied sur la Lune. Oui, c'était 1967 ou 68, j'avais 7 ou 8 ans, mais je sens que tout était en suspens dans cette journée. Là, les informations télévisées, c'était rare. Je crois qu'on s'était réunis dans un appartement là où on trouve une poste télé. C'était demi-obscurité, tous les enfants du quartier, dans un silence attentif, donc regardaient à la télé dont l'image n'était pas parfaite en fait. On voyait rien, mais on attendait quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est un moment intense dans l'histoire de l'humanité et c'était la première fois peut-être, c'était un événement scientifique qui concerne l'ensemble de l'humanité. Donc on peut appeler ça avec la terminologie d'aujourd'hui, grâce à Jean-Luc Marion, phénomène saturé. Oui, effectivement, il ne s'agit pas d'une simple découverte d'un continent. Même cela, ça fait un effet incroyable sur l'humanité. Je veux dire qu'il ne s'agit pas de quelque chose de l'autre seulement phénoménal, c'est-à-dire non pas encore su, être en train de se faire connaître comme concept. C'est pas que le concept manquait à l'humanité ou au monde scientifique avant que le premier homme, peut-être Neil Armstrong ou Yuri Gagarin, a mis le pied sur la Lune. Et on savait à peu près d'avance. Donc, du côté de savoir et de concept, et il n'y avait pas de nouveauté, de découverte. Seulement, il s'agissait d'un challenge. C'est un peu enfantin. L'homme scientifique peut parfaitement savoir d'un concept exact, mais il peut renoncer de le faire. On peut savoir parfaitement avant d'y aller qu'on peut y aller et qu'on peut réussir. Mais il y a quand même quelque chose d'enfantin chez l'homme qu'il faut faire aussi, non pas seulement savoir. Voilà ce dont je veux parler peut-être aujourd'hui. Et phénomène saturé, ce n'est pas n'importe quel phénomène ou pas seulement un phénomène exceptionnel ou excessif. Il devrait y avoir quand même quelque chose à voir avec sentiment de sublime chez Kant concernant grandeur, envergure, diamètre, voilà, monumental, etc. Oui, ça concerne toujours quantité. Quelque chose trop loin, presque inimaginable, mais ça se fait, ou bien ça arrive, plutôt quand il s'agit de sublime, ça arrive à moi en plus, à qui se concentre de se préparer, et sans se préparer, et attendre sans attendre, ou bien après avoir trop attendu, quelque chose arrive soudain. C'est seulement pour celui-là qu'il y a un sentiment de sublime, non pas pour tout le monde. Ça, ce sont des traits distinctifs de la théorie du sublime de Kant. C'est très précis, j'en sais tout. Mais je ne savais pas, à l'époque j'avais 7 ou 8 ans, j'étais simplement hébété ou rempli de joie pour l'avenir de l'humanité, et donc ni moi ni les autres ne connaissaient pas l'étendue, l'envergure, le contenu qualitatif quand même, mais on savait que l'avenir serait forcément meilleur
inimaginable, il y a un horizon inimaginable et ça arrive aujourd'hui, ce jour-là, par exemple, n'est-ce pas? Il y a eu des voyages sur la Mars aussi, c'était aussi excitant, il y a eu plein avancements sur ce domaine astronomique, mais quand même, première fois, c'est pas la même chose que deuxième, troisième, quatrième fois. Il y a un avancement non interrompu. Bon, en passant devant le lycée à Beşiktaş, j'avais vu une affiche, une invitation à une conférence scientifique. Je crois que le titre était vraiment moqueur et intelligent à la fois. C'était long un peu, à peu près c'était comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu, les scientifiques, dans l'expérience qu'on nomme CERN, n'est-ce pas, en Suisse? Pourquoi ils se sont tus soudainement? Voilà, c'est un long titre sur une longue affiche. Je ne suis pas y allé, je ne sais pas s'il était scientifique véritablement ou il faisait des considérations du dehors. Pourquoi pas, tout est possible. Moi aussi, je suis assez sceptique concernant scientificité ou bien contenu métaphysique, ou plus précisément. Le cadre épistémologique de cette expérience qu'on nomme CERN, ou bien les métaphores qu'on lance à propos de cette particule X qu'on cherche, ou bien on essaie de fixer, constater scientifiquement, c'est ça? On ne cherche pas, on essaie on sait déjà il y a quelque chose comme ça, mais on ne sait pas, on n'est pas sûr. Pourquoi on n'est pas sûr? C'est l'état de l'épistémologie d'aujourd'hui, on n'est jamais sûr, tout en sachant. Il faut faire pour être sûr. Voilà, c'est ça qui me faisait rire à l'époque de CERN aussi. Et, comment, le métaphore, d'abord on cite le métaphore journalistique ou généralisé, c'est la particule de Dieu, c'est ça. Ce qu'on cherche, on nomme pas X, pourquoi pas on pourrait nommer X ou N, on le nomme dans le langage journalistique, peut-être scientifique aussi, particule de Dieu. On a trouvé plein de particules. Maintenant, dans le rang de découverte, il y a ce particule célèbre qui sera véritablement une particule de Dieu. Voilà. Ça, et en plus, constaté dans une expérience des scientifiques, donc rigoureuse, avec les paramètres d'observation et tout, enfin j'en sais quelque chose quand même, et espérer de trouver, constater et mesurer particules de Dieu. Alors là, ces métaphores, ça dépassait un peu ses intentions. C'est ça qui, à mes yeux, que je n'ai pas suivi tous les détails de cette expérience de CERN, et tout s'écroule, tout devenait ridicule. Voilà cette conférence peut-être. Il y a eu quand même silence après et on a arrêté quand même, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il y avait beaucoup de dépenses d'électricité pour continuer, je ne sais pas. Il n'y avait pas de sous, peut-être. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas suivi, je n'ai pas cherché non plus une explication plausible. Bon, ça arrive dans ce genre d'expériences de trop grande, ou bien, bon, ça peut être quelque chose de petit, ça veut dire qu'il peut s'agir d'une théorie marginale, mais qui a trouvé des sources de financement, et c'est réalisé, c'est devenu top projet du siècle, ça arrive. Et je suis sceptique dans ce qui se passe, et non pas dans les théories ou dans le sérieux de la scientificité, mais comme on vit dans un monde globalisé capitaliste, la science, depuis très longtemps, a pris sa part de cette
jungle capitaliste. Donc, il faut être sceptique en ce qui concerne de ce qui est grand et petit dans la science. Je suis en tout respect dans toute scientificité, mais je suis toujours, justement par la scientificité, sceptique à toute théorie et surtout à tout passage à l'acte, ça veut dire réalisation en laboratoire ou pseudo-laboratoire. Alors, ce que je voulais dire, c'était pas ça, mais ça juste, ça tombe très bien. Phénomène saturé, c'est pas une illusion, hein? C'est pas quelque chose de l'autre de concept scientifique. Hein? Phénomène saturé lancé par Marion. Dans sa théorie, dans sa formalité, ça rassemble et ça continue, bien qu'il nie la théorie du sublime chez Kant. Quels sont les points de divergence? Bon, ça c'est très important, il faut y travailler, montrer la différence. Mais ce que je parle, c'était mon enfance. Et pour moi, c'était saturé. J'étais saturé. J'étais tout de suite intéressé par la science. Ensuite, avec les choses annexes qui complètent cette euphorie scientifique, bien sûr, les jouets des enfants. Mes parents ne sont pas très riches, mais on recevait quand même des hôtes qui venaient de l'étranger avec leurs avions, un petit jouet en forme d'avion qui marche avec l'électricité, qui nous fait rêver. Voilà, tout ce qui marche avec l'électricité, et puis ensuite tout ce circuit électronique me passionnait. Donc c'était mon microcosme électronique. Macrocosme, c'était bien sûr notre ciel étoilé. Effectivement, je ne connaissais pas la morale. Je n'avais pas de besoin. J'étais obéissant ou réactif. Ça se passait dans une enfance comme il faut, à mon avis. Il ne s'agit pas de ce phénomène saturé. Je travaillais assidieusement parce que j'étais passionné et j'étais saturé dans mon petit travail journalier, bien qu'il ne s'agit pas étant enfant d'une scientificité programmatique, mais d'une euphorie, c'est-à-dire affectivité, bien sûr. Première Stimmung, Urstimmung était déjà lancée. Effectivement, je n'y rentrerai pas dans les détails, mais j'étais vraiment... j'ai inventé des petits trucs que j'espérais que ça marchait. Et quand ça marchait, c'était pour mon phénomène saturé. Bien sûr, j'invitais soit les camarades, soit les grandes familles pour montrer que ça marchait finalement. Voilà, j'étais un peu enfermé dans mon petit appartement avec 6 chambres quand même. J'avais des places pour travailler, pour m'installer, élargir mon champ d'investigation. J'étais quand même pendant mon enfance très isolé. J'aimais pas que trop souvent les camarades de jeu entrent dans ces lieux sacrés, parce que si ça se dégringole, alors c'était difficile de mettre en état. Alors, mes petits phénomènes saturés, ça commençait comme ça. Effectivement, je pense à faire des découvertes de sexualité, auto-érotisme, c'est intimement lié à mon avis. Dans cet âge, si on commence à cette curiosité, donc ça va s'enchaîner avec des changements physiologiques et voilà, on peut facilement reconstituer l'état. Mais dans la psychologie génétique ou bien, voilà, je pense Jean Piaget, que je respecte beaucoup, mais j'ai reconnu tout de suite les limites. Donc,
ses origines scientifiques, est-ce qu'elles sont touchées à la tradition phénoménologique, je ne sais pas, il était de Suisse, je crois, mais je n'ai pas trop cherché en détail, mais c'était une figure pour moi, à un moment donné, enfin, pendant mon licence en tout cas, très très, une figure de médiation entre l'enfance et la science ou l'épistémologie en général. C'est un sujet encore vraiment vierge, et on éduque très très mal encore nos enfants, et voilà. On ne comprend rien de l'enfance, en tout cas. Comme Freud a suggéré, a inventé, a eu ce courage de parler de la sexualité enfantine, effectivement, il attire toute la foudre sur lui, mais il a quand même ressenti quelque chose qu'on ne travaille plus. Bien que dans la mythologie, etc., on a travaillé assez, à mon avis, assez. Et l'Antiquité n'a pas raté l'enfance, à mon avis. Peut-être qu'aucune culture primitive ne rate l'enfance. Voilà, ni vieillesse d'ailleurs. Voilà, pour parler en latin, curiositas, c'était aussi fort que cupidas. Cupido, c'était rempli de qualités de curiositas. Curiositas, c'était fondamentalement cupidité, non pas au sens péjoratif qui a pris ultérieurement, mais cupidité, cupidos, au sens de cupidos, c'est-à-dire innocence mobile, voilà, la mobilité, c'est-à-dire une motricité spatio-temporelle, kinétique, soit ça vient de l'intérieur, soit excité de l'extérieur, tout est prêt, l'enfant est prêt à réagir à toute donnée, pulsion, ça vient pas toujours de l'intérieur, mais il y a des rencontres de pulsation peut-être, non pas. Il faut parler de données et sensibles comme propositions problématiques qui intriguent, comme n'importe quel jeu. C'est essentiel à la fois pour l'ensemble de l'humanité et qu'on oublie trop souvent et qu'on aliène sous forme de game, je dirais, ou bien challenge, au profit soit des intérêts féodaux, aristocratiques, soit aux intérêts plus tard concurrentiels, capitalistiques, mais le jeu désintéressé, pas profondément désintéressé parce que c'est trop intéressant et intéressé, ça, on oublie absolument. On oublie. Tout le mot arrive par là. Bien sûr qu'il y a, et tout n'est pas fantasme, tout n'est pas désintéressé. Il y a des intéressés, mais qui décide des désintéressés. C'est là l'endroit, la région exacte de champ d'expérimentation exact, précis, pour trouver les intérêts véritables pour l'humanité, c'est le jeu, le champ d'expérimentation pour les adultes, pour les jeunes, moins jeunes, seniors and juniors. Voilà, tout. Et les vieux, en fait, qui racontent des histoires. Et heureusement. C'est mon devoir de vous transmettre quand même ce petite anecdote qui concerne Jacques Derrida et moi personnellement, parce qu'il s'agissait d'une conversation réelle, à pied, un peu fugitif, mais assez quand même tranquille et confortable, dans le jardin, dans la grande cour de l'université de
Boğaziçi pendant son visite pour la conférence très longue concernant, je crois, hospitalité. Oui. Alors, je ne sais pas comment j'ai arrivé, mais j'ai donné l'exemple dans une conversation privée, dans le jardin, en plein air. Là, il y avait très peu de gens momentanément autour de nous qui n'ont pas participé donc à notre conversation en français, parce que lui, il faisait son conférence là-bas en anglais et tout le monde posait des questions en anglais. Donc, dans un petit moment de repos, je lui ai dit quelque chose que j'avais lu donc récemment, quelque chose sur l'histoire moderne de la Turquie, bien sûr, la différence qu'on a fait et tout. C'était ça le sujet apparemment de notre conversation. Et j'ai donné un exemple de la personnalité de Kemal Atatürk, selon ce que j'ai lu, c'est vrai ou non. En fait, soi-disant à Thessalonique, pendant son enfance, Mustafa Kemal, d'ailleurs il s'appelait simplement Mustafa, on nous a appris que c'est son enseignant, instituteur qui lui a donné le mot Kemal. Donc Mustafa, dans son école, donc secondaire, il était bien sûr dans une école apparemment mixte. Je ne sais pas s'il y avait des filles dans la classe, mais en tout cas, il s'intéressait, ce petit Mustafa, à une fille grecque, parce qu'il s'agit de Thessalonique, donc plus de moitié de la population c'était grec. Et donc dans ce sens-là qu'il faisait ses études dans une école mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des autres gens d'ethnicité majorité grecque. Donc, sans savoir qu'il va être fondateur de la Turquie moderne, un républicain, grand militaire et tout, il s'intéresse à une fille quand même, n'est-ce pas? C'est une histoire jolie, mais le fait est que cette fille, elle était grecque, hein? Enfin, à Thessalonique, je crois que le cœur bat pour les beautés, non pas pour la nation ou pour l'ethnicité. Il était jeune, il n'était pas endoctriné, il n'avait pas lu Voltaire, etc., Rousseau. Bon, on dit qu'il a lu, on y croit. Donc, tout simplement, en toute franchise, il s'intéressait à une fille. Mais apparemment, il est refusé par cette fille. Ou bien, c'est pas à l'aise. On ne sait pas, quelqu'un a raconté, a écrit, on ne sait pas la véracité, mais l'histoire est intrigante et très convaincant, c'est-à-dire c'est pas d'une véracité documentaire, mais c'est probable et possible, je dirais. Oui, ça peut arriver des choses comme ça, pourquoi pas, et il n'y a rien d'inconvénient. Alors, et il y a bien sûr les commentaires extérieurs secondaires commencent à partir de là. Donc, comme lui, il est refusé, je dirais aujourd'hui comme Héphaïstos, et qu'il était fâché contre les Grecs, donc il a un concept comme ennemi à battre et se différencier ethniquement les Grecs. Donc peut-être qu'il a dit plus jamais avec une fille grecque. Pourquoi pas? Tout est possible. C'est un scénario qui peut marcher, mais on n'est pas dans le cinéma, mais on est dans une petite psyché humaine.
Derrida, il était très intéressé à cette histoire. Il a trouvé très convaincant comme explication. En tout cas, dans une petite conversation sociale, il ne s'agit pas d'une théorie, il ne s'agit pas d'une déconstruction. Il s'est intéressé, il a trouvé convaincant, plausible. Moi aussi, je trouve aujourd'hui plausible, mais à l'époque, je trouvais que ce genre d'explication dans les publications, quand même, c'est un peu facile. Bon, c'est un mal intentionné. Je parle pu expliquer mes réticences en ce qui concerne cette anecdote, mais il a dû comprendre que je n'étais pas tout à fait d'accord. Et lui, il était un hôte, quelqu'un d'étranger. Lui racontait une petite anecdote concernant son pays, donc il n'a pas le droit de refuser de trouver ça non vrai, et il a accepté socialement. Moi, je pense comme ça. Mais après, quand même, il a écrit avec celle qui a travaillé sur la plasticité Malabou, voilà, Madame Catherine Malabou. Ils ont fait, après ce voyage de la Turquie, un livre. Il a parlé des choses concernant l'histoire moderne de la Turquie. Effectivement, le principal était plutôt changement de l'alphabet en passant à la Turquie moderne. Ça, il a trouvé quand même un grand trauma. C'est d'un jour au lendemain, tout un peuple éduqué, élite, bureaucrate, voilà, diplômé, ou sachant lire et écrire, et d'un jour au lendemain, avec une décision gouvernementale au Conseil général, qui représente le peuple, plus ou moins, quoi que ce soit, avec une décision quand même politique. Et on peut changer l'alphabet d'un pays, d'une culture. Presque millénaire, n'est-ce pas? Millénaire en tout cas. Notre usage de l'alphabet arabe, c'était dès que nous sommes partis de l'Asie centrale pour venir en Anatolie. En Anatolie, on n'a jamais utilisé un alphabet authentique grec qu'on utilisait en Asie centrale. Voilà. On n'a pas choisi Kirill, on n'a pas choisi l'autre. Comme les personnes, quand même, ils ont aussi choisi l'alphabet arabe. Et naturellement, comme notre frère aîné, comme je dis toujours, l'Iran avait déjà choisi l'alphabet arabe pour écrire et pour lire. Les Ottomans, avant les Ottomans bien sûr, les Selçukides avaient choisi l'alphabet arabe. Mais après 1923, non pas dans la même année, mais dans les années ultérieures avec la réforme, on peut appeler révolution culturelle turque. On dit inkılap, Turk inkılap, histoire de rénovation turque. C'est une appellation un peu timide. Dans la même époque, quand même, en Russie, dans les soviets, il se passait de véritables changements. Là, c'était dans l'air du temps, dans l'esprit du temps, faire des changements radicaux. S'il n'y avait pas de communisme qui est en train de s'installer juste à côté de la Turquie, alors qui pourrait oser faire des changements qui va changer tout de fond en comble? En tout cas en apparence, aujourd'hui, il y a un retour forcé, un retour au sens peut-être psychanalytique du terme.
toute AKP, toute la droite conservatrice peut être expliquée avec ce concept psychanalytique de retour du refoulé. Donc Atatürk avait refoulé, et donc comme tout le révolutionnaire, il a trouvé un champ libre grâce à la révolution bolchevique. Donc il est allé, il a osé, il n'a pas fait tout de suite, hein, il a fait pas à pas. Et comme AKP fait maintenant, aujourd'hui, il a trouvé un champ libre, il n'y a pas de résistance, et il fait ça pas à pas. Une sorte de totalitarisme islamiste. On va voir les conséquences, qu'on ne résiste pas apparemment. En Turquie, on ne résiste pas. On ne fait même pas une guerre de libération, apparemment, sauf quelques milices qui travaillent. Ici aussi, enfin maintenant aussi, il y a quelques organisations qui travaillent, mais le peuple ne résiste pas, regarde. C'est l'histoire. Et dans n'importe quel sens, c'est-à-dire, ça peut aller là-bas, à gauche, à droite, en bas, en haut, au sens au-dessous, au sens dessus. Il faut être Robert Desnos pour parler de la Turquie, quand même, dans tous les sens. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Derrida, effectivement, philosophe d'écriture, il était quand même très sensible à ce qui s'est fait, presque sans exemple, sauf peut-être Israël, et la construction de l'État d'Israël aussi était très intéressant, peut-être positivement traumatique pour certains, quelque chose à l'échelle ou à la mesure de la révolution bolchevique. Beaucoup plus tard, bien sûr, dans les années 48. La Turquie, c'était vraiment très tôt, et la Turquie avait, les Arméniens, les Grecs, les minorités, avaient depuis longtemps attendu une modernisation de cette taille après Mahmoud II, sultan rénovateur. Je vais ajouter quand même une information de l'art historique, ça c'est reconnu vrai. Et comme il y avait, pendant la dernière époque des Ottomans, il y avait des réticences pour accepter comme pratique machine de Gutenberg. Donc, est-ce qu'ils étaient prêts, malgré toute leur tradition millénaire, de transcrire par la main, par les scripts des manuscrits? Et là, il y avait un énorme travail qui se faisait, qui s'étalait pendant des siècles et des siècles. C'était toujours avant les Ottomans et tout. Même à Carthage ou près de Libye, il y avait un endroit, j'ai oublié le nom, mais très joli, mais tous les manuscrits, parce que de toutes les langues, surtout les grecs, c'était retranscrit sur le nouveau papyrus par les scripts dans une petite quand même endroit, même un village, bourgade, qui était très très connu pour la reproduction de manuscrits. Donc, les Ottomans, alors, c'est pas Sultan qui décidait, mais d'une manière, quand il s'agit de questions de l'ordre théologique, donc écriture sacrée, donc c'était une sorte de... il n'y a pas d'équivalence en français, Cheikhul Islam, c'est-à-dire une sorte de vizir, un grand vizir spécialisé qui a droit de proférer des édits concernant les pratiques islamiques. Donc il a dit non pendant longtemps, mais
les Arméniens, les Grecs qui habitaient à l'intérieur des frontières de l'Empire ottoman. Donc ils voulaient quand même multiplier leur évangile dans leur langue. Ça, c'est un peu quand même difficile en fait. Évangile en grec, ça existe, mais est-ce qu'ils utilisaient effectivement les orthodoxes? Ça je ne connais pas en fait. C'est-à-dire Saint Paul, lire Saint Paul avec son grec original, est-ce possible dans les années 1500, n'est-ce pas, en Anatolie ou en Grèce même? Ça, il devrait y avoir des érudits, mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Christoromossos. En Alexandrie, on comprenait quand même. C'est parce que c'est la langue grecque d'Alexandrie, apparemment, langue de Saint Paul. Par exemple, hein, c'est un exemple. Mais ce que je voulais dire, c'est pas ça. Il y a une grande discussion sur le sujet, mais simplement, un premier livre imprimé à l'intérieur de l'Empire ottoman, ce n'était pas un livre ni sacré, ni Bible d'ailleurs, apparemment, ou bien il faut être réticent et dire que le premier roman publié avec les machineries de Gutenberg, donc print, c'était en caractère grec, non pas en arabe, parce que sur l'arabe, caractérologie, typologie arabe, et un interdit se pesait encore apparemment. Donc ils ont trouvé une solution. Ils ont publié un livre en grec, en alphabet grec, mais c'est en turc finalement. C'était, je ne crois pas que c'était à Istanbul, parce qu'à Istanbul, il y avait un interdit qui pesait dans les capitales, on ne peut pas faire des choses interdites. Donc c'était à Karaman, près de Konya, grande seigneurie de Karaman, Karamanoğlu Beyliği, qui est conquis par les Ottomans après la conquête d'Istanbul. Donc ils ont beaucoup résisté contre les Ottomans, contre leurs pratiques. Donc ça, il ne faut jamais oublier. Ce n'est pas un simple exemple, mais ce qu'ils ont fait Karaman. Parce qu'à Karaman, essentiellement, il y avait beaucoup de Grecs aussi. Et mes amis, ce livre, c'était écrit avec les caractères, typologie grecque, mais c'était un roman turc, apparemment écrit par un ottoman grec. J'ai oublié son nom, mais on peut vérifier facilement. Et où est ce livre? Où est cet exemplaire? Il y en a combien d'exemplaires? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qui a lu? Comment on a distribué? Il y a combien d'exemplaires? Ce sont des informations extrêmement importantes. Et toucher ce livre, regarder, photographier, ça devrait être le summum de tout. Et pour notre histoire tragique, bizarre, absurde, abaisse, etc. Abaisse, c'est la notion en mettant des tamponnaires qui est très près à l'absurde, mais pas le bon. Absurde, abaisse, oui. Alors, parmi ces publications, il y a des choses rares. C'est Ali Utku de l'université de Erzurum, plutôt on appelle l'université d'Atatürk, située à Erzurum, donc grande ville de savon auparavant. Alors, ses amis, ils ont une passion de retranscrire en langue turque, donc avec l'alphabet latin d'aujourd'hui, en langue turque compréhensible, tous ces textes publiés pendant ces premières lancées des prints, des machineries de Gutenberg, je dirais. Alors, il y a entre ces livres que je
eu. Aliotrui, il est philosophe, et même déridien. Il ne connaît pas français, mais il travaille beaucoup, il publie surtout beaucoup. Il y a des choses très intéressantes. Traductions sont moins bien parce qu'il traduit avec une équipe anglophone. Mais ce livre que j'ai oublié, il s'agit d'abord d'un texte antique concernant la peinture ou l'allégorie dans la peinture. Et c'est traduit par un ottoman, donc en ottoman. Et maintenant, peut-être il y a plusieurs traductions. Et maintenant, la traduction actuelle et tout. Il fait un peu, il ramasse, il recueille dans un volume tous ces suivis des traditions à travers les siècles. Et ça, c'est un grand travail qu'il faut faire des exégèses. Donc, on ne peut pas définir le concept de phénomène saturé d'un seul tenant, d'une seule dimension, mais ce qui est clair, c'est sa différence avec un simple concept de phénomène, au sens de connaissance d'un objet ou d'un événement objectif, et indépendamment de subjectivité. Ce phénomène saturé, ça inclut le concept du concept de Hegel, c'est-à-dire une connaissance d'une extériorité événementielle, mais à travers une subjectivité historique et transcendentalement historique. Donc c'est un moment de réalisation d'une psyché à travers un sujet humain, à travers une subjectivité de l'humanité. Ça concerne pas seulement l'individu, ça passe par l'individu. Par exemple, un enfant qui a vu à la télé cette première pas sur la Lune, etc. Ça sature l'individu, mais à travers l'humanité. Une saturation par l'humanité, non pas un auto-érotisme. C'est l'humanité qui est en travail sur cet individu et il est travaillé par l'humanité, par une certaine totalité et même par une certaine idée de l'infini. Donc, ce concept élargi du concept est en marche. Quand elle est en marche, donc ça affecte que ça devienne saturation. Et le sujet, il est mobilisé comme pendant les événements de Gezi. Voilà, en somme, je voulais expliquer ça quand même. J'ai utilisé dans l'une de mes conférences après les événements de Gezi 2013. C'était une année très mouvementée en Turquie comme 2016. Il n'y a que 3 ans quand même. Tout est refoulé. Il n'y a plus de résistance. Et c'est ça mon problème. Absence de résistance apparente. Est-ce que c'est quelque chose qui s'attend et tout? Tout ce lexique est mobilisé pour pouvoir comprendre cette inertie des choses de l'homme. Alors, tandis que dans les phénomènes saturés, l'homme commence à avoir conscience de son humanité. Il n'a pas une bête de travail, il n'a pas une bête de famille, il n'a pas une bête d'érotisme, mais tout s'érotise, je veux dire, que tout devient cette petite Cupido sur le dos d'un dauphin, avec une à la main, non pas avec une flèche, mais avec une fouet. C'est dans les mosaïques byzantins, en tout cas, on représente dans les villas des riches romains, on représente Cupido comme un garçon très jeune.
mais il est embrasé par les eaux et par le feu, et il donne la direction et il entre dans le flux de l'histoire, de son histoire et de l'histoire de l'humanité. Phénomène saturé, exceptionnel, mais c'est un recommencement. Et donc, il n'y a pas de commencement initial chez Hegel non plus. C'est un recommencement, c'est la fin, c'est-à-dire c'est le résultat obtenu et là où on est arrivé, et on recommence. C'est ça. Et le nom ou le schème de la révolution, c'est le phénomène saturé, et qui nous attend quelque part dans l'histoire. C'est un point spatio-temporel qui nous attend. Et schème apocalypse, c'était très schématique, c'était pour autre chose, dessiné pour autre chose. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons une autre schème, c'est pas tout à fait messianique, mais ça entre dans l'histoire du messianisme, comme Derrida a fait cette distinction entre messianisme et messianique. Donc c'est l'ordre du messianique et non pas messianiste. Quoi qu'on dise qu'il n'y a pas de messie dans l'islam, mais dans l'islam chiite, il y a 12e imam disparu qu'on attend. Voilà, le messianisme, une certaine messianique travaille à l'intérieur même de l'islam. Selon la conception, c'est ça.